Oh, alors ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi dernièrement j'ai travaillé beaucoup, c'est la raison pour laquelle j'ai pas consacré nécessairement beaucoup de temps à faire des vidéos, parce que ça demande quand même beaucoup de recherche. Mais je me suis dit, là, il y a eu tellement de mouvements pendant la saison morte, ou depuis le début de la saison morte finalement, pour le Canadien de Montréal, que ça valait la peine peut-être que je fasse une petite introduction des quatre, disons, les quatre plus gros qui sont des nouveaux arrivants auprès du Canadien de Montréal. Si jamais vous me suivez sur TikTok, ben, je suis plus actif sur TikTok pour la simple et bonne raison que ça prend 15 secondes de faire une vidéo, peu importe la préparation. Tu sais, je fais juste lire un peu de texte, puis après ça, je peux faire une vidéo en 15 minutes, en 15 secondes ou une minute. Tandis que travailler sur YouTube, c'est un petit peu plus laborieux, c'est un petit peu plus long. Mais ceci étant, j'aime beaucoup travailler sur YouTube parce que ça me permet de faire des vidéos qui sont beaucoup plus approfondies. Alors, si jamais vous ne me suivez pas sur TikTok déjà, ben, je vous invite à me suivre sur TikTok, actif sur YouTube, TikTok, Twitter et sur Instagram. Les deux, je suis le plus actif, ça serait sur TikTok et YouTube. Mais vous pouvez me rejoindre sur toutes les différentes plateformes. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser un peu avec vous, bande de hockey fans que vous êtes. Alors, voici donc 4 joueurs qui ont été acquis pendant la saison morte. Pour le moins qu'on peut se dire, c'est que Marc Bergevin a été très actif pendant la saison morte. Puis je pense que le message que Marc Bergevin lance est quand même très clair, autant à son groupe de leadership qu'aux partisans que nous sommes. C'est qu'il vise à être compétitif en séries éliminatoires. C'est pas pour dans 2 ans. C'est l'année prochaine. C'est la saison qui s'en vient. Il a été chercher des gars qui sont tous âgés de plus de 25 ans. Donc, on pense entre autres Jake Allen, 30 ans, Joel Edmondson, 27 ans, Josh Anderson, 26 ans, Tyler Toffoli, 28 ans. C'est des gars qui sont actuellement dans leur prime. Il n'a pas été chercher des gars qui sont à développer. Il a pas jusqu'à date fait non plus de signature de gars qui sont en fin de carrière, mais peut-être que ça va venir éventuellement. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour ce qui est de Kovalchuk, je pense qu'on va oublier ça. Je pense pas qu'il va revenir avec l'organisation. Probablement que ça ferait longtemps qu'il y aurait déjà communiqué avec lui. Et de surcroît aussi, on est un peu tight au niveau de l'espace du cap salarial. Mais ceci étant dit, il y a des rumeurs pour d'autres joueurs, on verra pour la suite. Mais je pense quand même que ces 4 acquisitions-là, que ce soit par le biais de signature ou de transaction, sont quand même des gars qui sont des gars d'un impact immédiat au sein de l'organisation du Canadien de Montréal. J'ai commencé avec Jake Allen. Alors, Jake Allen, c'est un gardien de but d'expérience qui, lui, nous vient des Blues de Saint-Louis, âgé de 30 ans. Il gagne 4,35 millions pour 1 an. C'est-à-dire que c'est sa dernière année de contrat dès cette année. Puis je pense que c'est quelque chose qui était recherché aussi par Marc Bergevin. On ne voulait pas un gardien de but qui allait être signé pour très 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 longtemps. En termes de gardien de but, ce gars-là est un gardien de but très dominant quand il n'y a pas trop de matchs à son actif. C'est un gars que s'il gagne trop de matchs dans une saison, on va dire mettons une 60aine de matchs, ses statistiques vont généralement à la baisse. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'auxiliaire à Carey Price, on va peut-être pouvoir enlever un peu de matchs à Carey Price, ce qui ne serait pas mauvais parce qu'il est quand même assez surchargé. En tant qu'auxiliaire à Carey Price, Jake Allen, c'est un auxiliaire d'exception au travers de la LNH. Ça fait un sacré tandem de gardiens de but en Carey Price et Jake Allen. Jake Allen est signé pour 1 an. C'est un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley en 2019 avec Joel Edmondson, bien entendu avec les Blues de Saint-Louis. En 2019-2020, Jake Allen a gardé 24 matchs. Il a maintenu une moyenne de 2,15 et 927 d'efficacité. À 927 d'efficacité, t'es quand même très bon. C'est pas mauvais, le 927 d'efficacité. Fait que, honnêtement, il a connu une bonne saison cette année quand même, mais avec peu de matchs. Et ça, c'est important de le mentionner parce que quand il y a trop de matchs, ses statistiques vont généralement à la baisse. En série / après la reprise du jeu, il a joué un total de 5 matchs, 1,89, 935 d'efficacité. Ça a été un flop total pour Jordan Binnington lors de la reprise du jeu. Dans son cas, à lui, Jake Allen, ça l'a plutôt bien été. Avec 935, c'est très honorable comme genre de performance, mais on s'entend qu'il n'a pas gaulé ben. En carrière, ben, il a gaulé un total de 289 matchs, maintenant une moyenne de 2,50 et une efficacité de 913, ce qui est quand même pas mauvais. On s'entend, 913, c'est pas 935, mais quand même, c'est quand même bien. Alors, Jake Allen, c'est un gardien de but substitut qui est, je dirais, de classe A+, là, dans la LNH. Fait que si ce gars-là réussit à garder son mindset, à être concentré, malgré le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs, s'il me répète encore une saison, mettons qu'il gagne une trentaine de games, là, s'il me répète une saison à peu près à 930, ça serait excellent comme gardien de but auxiliaire. Je pense qu'on a tout un tandem de gardiens de but. Belle acquisition ici de la part de Marc Bergevin. Franchement, un très bon move. Par la suite, on y va avec Joel Edmondson. Dans le cas de Joel Edmondson, c'est un défenseur gauche, âgé de 27 ans, 3,5 millions, il est signé pour 4 ans et il a gagné la Coupe Stanley en 2019. À 3,5 millions, honnêtement, il est payé le même prix que Ben Sherratt et je pense que c'est un gars qui vaut plus que Ben Sherratt. C'est un défenseur qui est reconnu au travers de la LNH comme étant un défenseur solide défensivement. C'est pas un gars qui va te faire des points, mais c'est un gars qui est capable de jouer
physique et c'est un gars qui joue bien défensivement. Il est intelligent. Ce qu'on remarque, c'est que dans les additions que Marc Bergevin a fait, disons les plus importantes, les gars sont pas tout petits. On a Joel Edmondson à 6 pieds 4, 215 livres, Josh Anderson 6 pieds 3, 220 livres et finalement Tyler Toffoli à 6 pieds 197 livres. C'est pas des petits bonhommes qu'on a ajoutés. Donc l'organisation va être plus lourde et elle va être plus forte physiquement. Dans le cas de Joel Edmondson, ça vient solidifier ton top 4 de défenseurs dans cette organisation-là. Joel Edmondson en 2019-2020 avec les Hurricanes de la Caroline, il y a 68 matchs, 7 buts, 13 passes, 20 points. C'est pas ça qui nous intéresse. 91 tirs bloqués, 118 mises en échec. Honnêtement, c'est un gars qui. C'est pas nécessairement une poule pas de tête, excusez. C'est pas nécessairement une poule pas de tête, il va frapper tout le monde, mais c'est un gars qui est capable de jouer très physique et physiquement il est fort. Peut-être pas autant que chez Weber, mais quand même physiquement il est fort. En séries éliminatoires avec les Hurricanes, il y a 4 matchs, 1 but, aucune passe et 1 point, c'est pas ça qui nous intéresse. 11 tirs bloqués en 4 matchs et 11 mises en échec en 4 matchs. À tous les matchs, ce gars-là, il bloque des tirs puis il frappe. C'est systémique. Systématique, pas systémique, systématique. Fait que tu sais, mettons qu'un gars comme Mété, qui a été long avant d'avoir ses premières mises en échec, qui ne bloque pas vraiment de tir, ce gars-là, c'est tout un atout que tu as de plus pour ton style de jeu défensif. Maintenant, je tiens quand même à mentionner, gardez-vous une petite réserve. Non pas que j'ai pas confiance en Joel Edmondson, mais c'est que si vous vous rappelez de Karl Asner, c'est un gars qui n'a pas été capable de s'habituer ou de s'adapter au style de jeu préconisé à Montréal. Et ça a été très problématique parce que Asner, c'était un défenseur qui bloquait beaucoup de tirs et qui était capable de frapper. Mais avec Montréal, on dirait qu'il était tout le temps un peu en retard. Fait que je ne sais pas exactement comment si je ne fais pas erreur, je pense que c'était Joël Bouchard qui avait mentionné ça. Mais il disait que Karl Asner était habitué avec les Capitals de jouer l'homme et non de jouer le système. Donc la protection défensive système présuppose que tu joues une position précise dans ta zone défensive. Jouer l'homme présuppose que tu colles à un homme puis que tu le suis. Fait que semblerait qu'il y ait eu de la misère à s'adapter, Karl Asner. Fait que j'espère que Joel Edmondson, que je connais comme étant un joueur peut-être sans porter offense, mais peut-être un peu plus intelligent, je pense qu'il est capable de s'adapter honnêtement. Fait que bref, Joel Edmondson en carrière, 337 matchs, 20 buts, 52 passes pour 72 points. Un total de 504 tirs bloqués, ce qui lui donne une moyenne de 1,50. Donc ce gars-là bloque près de 2 tirs par match. Nombre de mises en échec, 649 pour 1,93. C'est un gars qui, dans ce cas-là, pour sa carrière entière, on parle de 2 mises en échec par match, mais c'est un gars qui peut, sur une moyenne, qui peut être en moyenne aux alentours de 3 mises en échec dans une saison, tout dépendamment des saisons. Fait que c'est un gars qui est un gars physique, intelligent défensivement, puis il est capable de patiner. C'est un gars qui est quand même mobile. Je vous dis pas que c'est un gars qui va stimuler l'attaque, mais c'est un gars qui est quand même mobile. Alors, très bonne addition qu'on a de ce côté-ci. De ce côté-ci, ça, j'ai mis ici ce côté-là pour le côté défensif. Donc, à partir de la ligne bleue jusque devant les nets, on a fait 2 bonnes additions qui sont assez solides. On a un tandem de gardiens qui a bien du sens, un top 4 qui a bien du sens aussi. Au niveau des attaquants, on a rajouté Josh Anderson. Josh Anderson a 26 ans, 5,5 millions pour 7 ans. C'est tout un pari que Marc Bergevin prend avec Josh Anderson de le signer pour 7 ans. 5,5 millions, je dirais pas nécessairement un gros pari. Il est payé le même salaire que Jonathan Drouin. C'est un gars qu'on s'attend à ce qu'il peut faire peut-être 50-60 points dans la LNH. Pour l'instant, c'est pas nécessairement établi dans la LNH, Josh Anderson, mais par contre, il a montré des belles choses. Ce qu'il faut mentionner, c'est que l'an passé, il a joué uniquement 26 matchs. En gros, c'est qu'il y avait une blessure. Puis Josh Anderson a pris la décision de se faire opérer, ce qui n'a peut-être pas plu à l'état-major des Blue Jackets de Columbus, parce que en se faisant opérer, il manquait une longue période d'activité à cause de ça. Mais Josh Anderson l'a fait dans une perspective de long terme. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il présuppose, lui, qu'il est à 100%. Les médecins disent qu'il est à 100%. Alors, si ce gars-là est à 100%, il a déjà connu une saison de plus de 200 mises en échec. Je répète, le gars mesure 6 pieds 3, 220 livres. C'est un gros bonhomme. Dans le cas de Josh Anderson, on parle d'un ailier droit qui, l'année passée, a joué 26 matchs, 1 but, 3 passes, 4 points, ce qui n'est pas exceptionnel, on va se le dire, là, avec 68 mises en échec. En carrière, Josh Anderson, 267 matchs, 65 buts, 50 passes, 115 points.
c'est essentiellement un gars qui est capable de compter des buts. Ça ne sera pas un gros playmaker, mais c'est un gars qui est capable de foncer, qui est capable de frapper. C'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on a obtenu en Josh Anderson, puis on s'assure de le garder pour longtemps aussi. Puis à 5.5, je répète, c'est pas nécessairement surpayé. Si ce gars-là se développe comme on s'attend qu'il se développe, mettons un gars qui va te faire du 60 points par saison, puis qui va te faire près de 200 mises en échec, il va être une valeur assez solide pour l'organisation. Puis signé sur 7 ans, 5.5, c'est quand même pas si mal. Par la suite, 600 mises en échec en carrière, ce qui lui donne une moyenne de 2.25. Donc, il est légèrement supérieur à Joel Edmondson. Encore là, ça dépend des saisons. Il y a des saisons qui étaient avoisinant une moyenne de 3 mises en échec par game. Mais honnêtement, quand tu es dans ces eaux-là, 2 mises en échec par game, on parle de gars qui frappent quand même assez régulièrement. Une fois de plus, c'est pas une poule pas de tête, c'est quand même un gars qui a une tête, mais bon, bref. Alors, pour ce qui est de Josh Anderson, gros bonhomme qui frappe et qui peut compter des buts importants. Pour ce qui est de Joel Edmondson, gros bonhomme qui frappe, intelligent défensivement, bloque des tirs. Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, lui, c'est un attaquant de 28 ans. Il gagne 4,25 millions pour 4 ans. Il a gagné la Coupe en 2014 avec les Kings de Los Angeles. On a ici 3 gars sur 4 qui ont gagné la Coupe v'là pas tant longtemps. On est rendu à 6 ans pour Tyler Toffoli, mais quand même. Là, donc, c'est des gars qui ont déjà connu les grands honneurs, mais surtout qui ont déjà connu d'aller loin en séries éliminatoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans le cas de Josh Anderson, lui, il a connu un esprit d'équipe qui était forte avec les Blue Jackets de Columbus. Tortorella a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel avec cette organisation-là. Fait que c'est des gars qui ont un background au niveau de l'expérience qui est hyper intéressant pour les 4, dont 3 qui ont déjà gagné une Coupe Stanley. En 2019-2020, Tyler Toffoli combiné avec les Kings de Los Angeles et les Canucks de Vancouver. 68 matchs, 24 buts, 20 passes, 44 points, 203 tirs au but. Alors là, je veux juste qu'on se mette un peu en situation. 24 buts, 20 passes. C'est pas un grand playmaker. Tyler Toffoli est connu comme étant un two-way player. C'est un gars qui va replier. C'est pas nécessairement Patrice Bergeron, mettons, mais c'est un gars qui va replier, qui va prendre des responsabilités défensives. Tu peux l'utiliser autant en avantage numérique s'il peut avoir une bonne opportunité de tir, parce qu'honnêtement, autant Josh Anderson que Tyler Toffoli, c'est des gars qui peuvent te faire 30 buts dans la LNH. Là. Fait que tu peux l'utiliser autant en avantage numérique, tu peux l'utiliser aussi en désavantage numérique. Encore une fois, je le répète, c'est pas Philippe Danault, exemple, avec le Canadien de Montréal, mais quand même, c'est un gars qui va être responsable défensivement. Puis c'est un gars qui va tirer beaucoup. Il tire un peu moins que Brendan Gallagher, mais il tire beaucoup. Bon, on s'entend. Et Brendan Gallagher et Tyler Toffoli tirent beaucoup moins qu'Alexander Ovechkin, mais les deux tirent beaucoup plus que Ben Sherratt. Je pense qu'on comprend un peu le point, c'est-à-dire que ça fait partie des gars qui tirent beaucoup dans la LNH, mais pas nécessairement les gars qui tirent le plus, parce que tu as des gars vraiment, c'est systématique, qui tirent tout le temps, dont entre autres Alexander Ovechkin. Pour vous donner une idée, Ovechkin tourne aux alentours de 300-330 tirs par saison. Ovechkin joue des saisons complètes, par contre, là, pour 59 matchs, Brendan Gallagher avait 220 quelques tirs. Puis lui, pour 68, 203. Donc, il tire peut-être un peu moins. Ceci étant dit, Tyler Toffoli, par contre, a été beaucoup plus utilisé le 10 matchs qu'il a joué avec les Canucks. Il a été utilisé une moyenne d'à peu près 18 minutes avec les Canucks. Tandis qu'avec les Kings, c'était plus laborieux. Mais il faut dire que la saison a été désastreuse pour les Kings. Il était utilisé à peu près 10 ou 11 minutes là, par match. Fait que c'était pas nécessairement exceptionnel. Dans le cas de Tyler Toffoli, c'est un gars qui peut être utilisé, officiellement a été repêché ailier droit, mais il peut être utilisé à toutes les positions au niveau de l'attaque. Donc, tu peux l'utiliser à l'aile droite, à l'aile gauche, puis au centre. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Sa capacité de pouvoir compter des buts, de tirer beaucoup, d'être responsable dans les deux sens de la patinoire, puis de pouvoir jouer à peu près à toutes les positions au niveau de l'attaque, fait que ce gars-là, même si tu ne peux pas nécessairement le considérer comme étant dans ton top 6 sûr, il peut challenger ton top 6. Parce que s'il y a un gars qui foire dans ton top 6, lui peut y aller. Fait que même s'il va peut-être commencer la saison, encore là, ça dépend. Si le training camp est décevant pour certains joueurs dans le top 6, il va peut-être commencer top 6. Mais disons que tout le monde a un bon training camp, il va probablement commencer sur ta 3e ligne. Sauf que ce gars-là peut challenger et éventuellement être sur une de tes 2 premières lignes. Donc, si jamais il y a un gars qui est très décevant dans ton top 6, il peut remplacer à peu près partout. Idéalement, je vous dirais que c'est un gars que tu devrais surtout utiliser à l'aile, peut-être moins au centre, mais pour une raison qui m'est complètement inconnue, Hockey Reference, qui est un site de hockey sur lequel tu peux trouver des statistiques avancées, le liste comme joueur de centre. Donc, j'ai regardé, puis au centre, je vous dirais qu'il tourne aux alentours d'une efficacité de genre 40%. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas exceptionnel, mettons. Alors, bref,
En carrière, Tyler Toffoli, 525 matchs, 145 buts, 155 passes, 300 points. Donc, on voit que c'est surtout un compteur. C'est à peu près le même principe. Là, si vous regardez le ratio but et passe de Josh Anderson, c'est surtout un compteur. 145, 155, on est proche de la parité. Mais je dirais qu'il y a un côté assez compteur en lui, mettons. Un total de 1402 shots en carrière et une moyenne par saison, une moyenne par match, excusez-moi, de 2,67 tirs. Donc 2,67, 2,25. Il tire les deux un petit peu moins que Brandon. Quoique lui, il est peut-être aux alentours de Brendan Gallagher. Mais non, peut-être un petit peu moins que Brendan Gallagher. Les deux tirent peut-être un petit peu moins que Brendan Gallagher, mais c'est deux gars qui tirent beaucoup. 6 pieds, 197 livres. Le portrait global, jusqu'à présent, de la saison morte. Le Canadien avait identifié qu'il y avait un problème au niveau gardien de but auxiliaire. Le problème est réglé avec Jake Allen. Le Canadien a décrété, disons, qu'il manquait quelque chose dans son top 4 de défenseurs. L'équipe a été très, très laborieuse défensivement. Problème est réglé. Solide défensivement. L'équipe considère qu'il ne comptait pas assez de buts. Deux gars qui peuvent compter et qui tirent beaucoup. Le problème est réglé. L'équipe avait besoin d'au moins un joueur qui allait être un ailier top 6. Josh Anderson, pas mal sûr qu'il va pouvoir le faire. S'il est en santé, pas mal sûr qu'il va pouvoir le faire. L'équipe aurait peut-être eu besoin d'un joueur vraiment beaucoup plus dominant. Là. Entre autres, moi j'ai parlé beaucoup de l'idée d'aller chercher, au moins essayer avec Hoffman ou Dadonov, là, un des deux. Beaucoup de gens auraient aimé voir Taylor Hall ici à Montréal. C'est sûr que ça n'aurait pas été de trop, mais si on ajoutait un gars comme exemple, Mike Hoffman ou Taylor Hall, probablement que Thomas Tatar serait parti, je suppose. Fait que bref, tu sais. Donc là, au final, là, c'est que l'organisation a décidé de se doter. Tyler Toffoli, tu peux l'utiliser en avantage numérique. Josh Anderson, tu peux l'utiliser en avantage numérique. Joel Edmondson, pas vraiment. Mais, tu sais, on avait des problèmes, puis je pense qu'on a été pas mal régler ces problèmes-là avec ces additions-là. On avait le problème qu'on s'est fait tasser beaucoup. Physiquement, on n'était pas assez fort. On a 3 gars qui font plus que 6 pieds. On va dire 3 gars qui sont 200 livres et plus. Là, on s'entend qu'à 197 livres, t'es quand même pas loin du 200. Fait que tu sais, on a 3 gars qui font plus de 6 pieds, qui font environ 200 livres et plus. Puis c'est des gars qui sont tous capables de frapper. Tyler Toffoli frappe beaucoup moins que les deux autres, là, mais quand même, c'est des gars qui sont capables de brasser la cage. Alors, après cette saison morte-là, et c'est peut-être pas fini, là, je ne sais pas, je suis pas devin, mais après cette saison morte-là, le Canadien est plus solide devant les buts, plus solide à la ligne bleue et plus solide en attaque. Et j'ajoute à ça, plus fort physiquement, puis frappe plus. Alors, pour moi, je dois dire un gros félicitations à Marc Bergevin. Je trouve qu'il a fait un paquet de bons moves, honnêtement. Puis, tu sais, si tu penses entre autres à Joel Edmondson, tu l'as pas payé cher, le gars, là. Vraiment pas payé cher. Dans le sens où tu as transigé, je pense que c'est un choix de 4e ronde qu'on a transigé pour lui parce qu'il n'était pas déjà signé. Donc, d'aller chercher Joel Edmondson pour genre un choix de 4e ronde, puis après ça, le signer à 3,5 millions, ce qui est le même salaire que Ben Sherratt, signer Josh Anderson sur plusieurs années au même salaire que Jonathan Drouin. Il est un peu décevant pour nous, Jonathan Drouin, mais c'est quand même un joueur très offensif, ou du moins qui a le potentiel très offensif. Tyler Toffoli à 4,25. C'est quand même pas si mal. Le seul peut-être qui coûte peut-être un peu cher, c'est ton gardien de but auxiliaire, parce qu'à 4,35 millions, un gardien de but auxiliaire, c'est peut-être un peu cher payé. Mais de manière générale, honnêtement, on n'a pas payé trop cher. Josh Anderson peut-être un petit peu plus, mais pas au niveau monétaire. Mais tu sais, on a Max Domi et un choix de repêchage. Mais on n'a pas payé trop cher ces gars-là et on a réussi quand même à aller chercher quelque chose, selon moi, de très solide. Alors franchement, félicitations à Marc Bergevin parce que ça regarde très bien pour l'année prochaine. Et je pense que le message est clair. On veut être compétitif pour les séries éliminatoires dès cette année du côté de Montréal. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un des gars là-dedans que vous avez le plus hâte de voir jouer? Est-ce qu'il y a un des gars là-dedans que vous dites, mais what the fuck, pourquoi il a été chercher ce gars-là? Est-ce que vous pensez que le Canadien fait des séries dès cette année? Ou je devrais peut-être plutôt dire, est-ce que vous pensez que le Canadien peut aller loin en série dès cette année? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris ce temps-là.
Si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez me suivre sur TikTok, Twitter et Instagram. Ça va me faire plaisir d'avoir des followers de plus dans notre communauté de hockey fans. Vous pouvez toujours interagir avec moi. N'oubliez pas de faire un petit j'aime si vous avez aimé, de partager la vidéo pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser ensemble. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Encore une fois, un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On se dit à la prochaine fois. Bye bye.